Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le mardi 25 janvier. Je vous donne les titres de votre journal avec le collège de Pérols qui déborde. Prévu pour 400 élèves, il en accueille 600. Le président du Conseil général de l'Hérault, André Vézinet, a réagi sur notre plateau. Procès Bissonnay, la troisième semaine depuis lundi. La journée a été consacrée à des témoignages et aux écoutes téléphoniques. Difficile d'y voir clair pour les jurés. Et puis la préfecture de l'Hérault a présenté son bilan 2010 pour la délinquance, des chiffres globalement en baisse, mais il reste beaucoup de points noirs. Le collège de Pérols a été bloqué ce matin et aujourd'hui. Les enseignants et les parents d'élèves dénoncent les conditions d'enseignement et les sureffectifs. Des images de Jean Brun, reportage Olivier Roiran. 8 heures ce matin, ils sont une cinquantaine de parents et d'enseignants à bloquer le collège Frédéric Mistral de Pérols. Une action pour exprimer le ras-le-bol d'une situation intenable qui dure depuis trop longtemps. Cet établissement de 400 places compte 600 élèves. De 16 classes, on est passé à 23 en quelques années avec seulement 4 surveillants. Au quotidien, les surveillants qui doivent être dans le préau, dans la cour de récréation, dans les couloirs, au portail, au bureau, ne peuvent pas donc avoir le don d'ubiquité. Donc la situation est devenue très très difficile. Il y a beaucoup de promiscuité, beaucoup d'incivilité. Au-delà donc de ces problèmes d'encadrement et de vie scolaire, il nous faut au quotidien gérer des flux, gérer des bousculades, fliquer les élèves. Et en plus du manque de personnel, il y a les locaux qui ne sont plus adaptés pour accueillir autant d'élèves. Les collégiens s'entassent à plus de 30 par classe, y compris dans les salles de sciences prévues pour 25. Quant à la cantine calibrée pour 150 repas par jour, elle doit accueillir 270 élèves. Des travaux d'agrandissement du collège vont commencer en février, ils vont durer 2 ans. C'est ce que nous a confirmé aujourd'hui sur le plateau d'On en parle André Vézinet, le président du Conseil général de l'Hérault. Le département est en charge de l'aménagement des collèges et André Vézinet donne son explication du sureffectif à Pérols. Je sais depuis longtemps la difficulté du collège de Pérols. Elle est liée à une deuxième erreur de l'État qui est l'assouplissement, pour tout dire, la disparition de la carte scolaire. Résultat, les gens qui de Palavas devaient aller au collège des Aiguerelles ont considéré que ce collège des Aiguerelles, étant fréquenté par des gens qui ne leur plaisaient pas, des gens de basse condition, ont dit, nous, nos Palavasiens, ils n'iront pas là. Ils iront à la Grande Motte ou ils iront à Pérols. Mais au-delà de l'analyse, il va falloir pallier le manque de personnel. Les parents et les enseignants l'ont déjà fait, mais ils se tournent à nouveau vers l'inspecteur d'académie. Ce qu'on lui demande depuis un certain temps, c'est des surveillants supplémentaires, notamment, puisqu'on n'a que 4 surveillants pour surveiller les 600 élèves, et c'est pas assez, donc nous en demandons 2 de plus. Et une délégation a été reçue par l'inspecteur d'académie cet après-midi. Il s'est dit conscient du problème et a indiqué qu'il tenterait de débloquer un poste de surveillant d'ici juin. Le problème, c'est que le collège Frédéric Mistral de Pérols perdra 2 surveillants qui travaillaient à mi-temps dès la rentrée de septembre. Vous avez entendu André Vézinet, le président du Conseil général de l'Hérault, dans ce reportage. Il était effectivement sur notre plateau pour un enregistrement d'une émission que vous pourrez découvrir demain. On en parle et vous la découvrirez dans son intégralité demain. Au sommaire primaire du Parti socialiste, Fédération PS de l'Hérault, Pierre-Vive, le nouveau quartier ou encore ligne à grande vitesse. Morceau choisi. Je ne sais pas si Dominique Strauss-Kahn sera là. S'il est là, il est probable... S'il est là, vous vous engagez derrière lui sans... Il est probable que je m'engagerai derrière lui, parce que je pense que cet homme est capable de devenir président. Je conserve une profonde estime et admiration pour Martine Aubry. Si c'est Martine Aubry qui conduit la liste des socialistes et d'un rassemblement à gauche, alors je serai derrière Martine Aubry. Voilà, Robert Navarro, vous êtes contre sa réintégration? Ah mais Robert Navarro, maintenant, il a signé sa manière de fonctionner. Ça n'est pas acceptable. Personne ne peut accepter des méthodes comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, M. Navarro, il s'inscrira dans un parti de sensibilité de gauche, s'il veut, mais il n'a plus sa place au Parti socialiste. On terminera à combien, là, du coup? Alors, on terminera en coût réel pour le département
entre 85 et 88 millions, en coût réel pour le département. L'ensemble vaut 125 millions. Sur ces 125 millions, il faut déduire la vente des archives actuelles, dont le domaine a fixé le prix, les subventions. Nous avons une subvention de l'Europe qui est de 4,2% quand elle était de 14,7% sur le TGV Est. Il y a une injustice. Il n'y a pas d'égalité devant l'apport européen des financements. Devant ce constat, on fait quoi? On laisse tomber? Ah non, on ne laisse pas tomber, on continue à se battre. Réseau Ferré de France et SNCF sont d'une parfaite hypocrisie. Ils viennent taper à ma porte, moi je les ai envoyés paître. Ils n'auront pas un centime du département. Le Conseil général ou alors, ne donnera rien. Ah non, moi je mettrai rien, mais alors pas un centime sur la ligne à grande vitesse, ça n'est pas ma compétence. Que l'État me rembourse les 519 millions qui me doivent, et on pourra peut-être voir si on peut faire des aménagements annexes, mais c'est même pas le problème, ça n'est pas ma compétence. À retrouver donc en intégralité demain mercredi à partir de 18h30, l'interview d'André Vézinet. La préfecture de l'Hérault a présenté son bilan chiffré pour la délinquance en 2010. Le préfet s'est réjoui d'une forte baisse de la délinquance générale depuis 2001 et d'une baisse qui a repris après la remontée constatée en 2008. D'autres chiffres sont plus inquiétants par contre, comme la hausse des agressions physiques contre les personnes, près de 8000 en 2010, en augmentation par rapport à l'année dernière. Le préfet déplore également le niveau trop important des cambriolages. On écoute Claude Balland au micro de Cyriac Planchon. Beaucoup d'efforts restaient à faire pour les cambriolages. C'est pas normal que le département de l'Hérault, même si le nombre de cambriolages a diminué de 3% en 2010 par rapport à 2009, c'est pas normal qu'on reste le 4e département de France par le taux de cambriolage. C'est-à-dire que dans l'Hérault, sur 10 000 habitants, il y a par an 69 cambriolages, alors qu'au niveau national, sur 10 000 habitants, il y a 25 cambriolages. Donc il faut que la police et la gendarmerie couvrent encore plus le terrain, mais aussi que les gens se protègent aussi et fassent par exemple appel à la police et à la gendarmerie quand ils partent en vacances. Là, par exemple, pour ce qu'on appelle l'opération Tranquillité Vacances, qui consiste à aller dire à son commissariat « je vais partir en vacances du temps au temps » et comme ça, il y a une brigade ou une patrouille qui passe. Il n'y a eu que 30 personnes sur l'agglomération de Montpellier qui sont allées signaler leur départ à la police nationale. 30 personnes sur l'agglomération de Montpellier. Effectivement, il y a peut-être un petit souci de communication. Le conseil d'agglomération de Montpellier, justement, qui se tiendra demain, a mis à son ordre du jour l'abrogation du projet de centre de traitement des ordures ménagères de Fabrègues. Une décision annoncée en décembre par Jean-Pierre Moore, le nouveau président de l'agglomération, mais une décision qui devait être votée pour que le préfet renonce à son tour à son projet d'intérêt général sur la question. Autre décision du conseil d'agglomération, l'uniformisation des tarifs d'eau potable entre toutes les communes de l'agglo. Cela veut dire des baisses pour certaines et des hausses pour d'autres. Ce nouveau tarif, qui sera d'un montant moyen d'1,223 € le mètre cube, sera appliqué à compter du 1er février prochain. Procès Bissonnet, la 3e semaine est maintenant bien engagée. Après le témoignage hier du frère de la victime, la Cour a entendu aujourd'hui d'autres témoins qui étaient présents le jour ou le lendemain de l'assassinat de Bernadette Bissonnet. La Cour a aussi découvert des écoutes téléphoniques effectuées par les enquêteurs, des écoutes qui révèlent des incohérences, notamment dans les déclarations d'Amaury Darcourt. Compte rendu d'audience avec Jean Brun. Au 12e jour du procès des meurtriers présumés de Bernadette Bissonnet, la défense de son mari Jean-Michel reprend quelque peu des couleurs. Car tout au long de cette journée, Amaury Darcourt a dû s'expliquer. Son vieil ami Yvon Solignac se sent trahi par le vicomte, mais ne voit chez lui que l'amitié comme mobile. C'est ensuite Jacques Courtine, autre ami de l'aristocrate, qui confirme. Amaury a un culte de l'amitié qui, hélas, l'a poussé à commettre des actes qu'il n'aurait pas dû commettre. Le même précise qu'1 an avant les faits, Amaury Darcourt l'avait alerté. « Je suis très ennuyeux, dit le vicomte, parce que Jean-Michel veut tuer sa femme. » Amaury Darcourt est d'une distance par rapport aux faits atroces qu'il a commis, qui est complètement effrayante, et qu'il peut dire dans une écoute quelque chose et le lendemain son contraire, et qu'au départ, c'est ce qu'a pointé le président, à toutes les personnes qu'il a au téléphone, il dit mais c'est pas possible que ça soit Jean-Michel Bissonnet.
La Cour poursuit par l'examen des écoutes téléphoniques. Amaury Darcourt se contredit, ne répond que par oui ou par non. Quand devant les services de gendarmerie, il est contraint de dire la vérité parce qu'on a des éléments contre lui, on a des charges contre lui et que finalement il vient à apporter des éléments forts, notamment le lieu où l'arme a été jetée. Eh bien, une fois que sa vérité éclate et qu'elle va éclater dans la presse, qu'elle va éclater évidemment dans l'enquête, à ce moment-là, les proches reviennent vers lui. Et il n'y a plus de fausse pudeur, il n'y a plus de faux semblants. Il dit les choses. Oui, j'y étais. Et à ce moment-là, dévoilant effectivement sa responsabilité, il dévoile la réalité de cette affaire, c'est que l'instigateur, c'est M. Bissonnet. Au 12e jour du procès des meurtriers présumés de Bernadette Bissonnet, difficile de se baser sur des faits pour se forger une intime conviction. Sport maintenant, le MHR ira à Toulouse, ce sera jeudi soir pour y défier le leader. Les Montpelliérains sont 3e, on les voit ici pour leur dernier entraînement. Ils partiront demain matin, ils viennent donc de se qualifier pour les quarts de finale du Challenge européen. Ils iront défier pour cela le Stade français, ce sera en avril. La sérénité règne dans un club qui a fait re-signer tous ses joueurs, comme notamment François Trinduc. L'ouvreur du MHR de l'équipe de France veut continuer l'aventure héroltaise. On l'écoute au micro d'Olivier Brachard. Je suis très bien ici, j'aime le sud, cette ville de Montpellier où je suis né, donc j'avais vraiment envie de continuer l'aventure montpelliéraine, à faire grandir ce club et écrire les plus belles pages de ce club, donc j'espère que j'ai fait le bon choix. En tout cas, je ferai tout ce qui est à ma possession pour y arriver. Et en tout cas, c'est la plus belle saison du MHR depuis longtemps, même peut-être depuis la création du club. Une info au foot, il va arrêter, lui, l'aventure montpelliéraine. Il s'agit de Grégory Lacombe, peu utilisé cette saison par René Girard. Il est prêté à Monaco jusqu'à la fin de la saison, au moment même où Guy Lacombe, il n'y a pas de lien de parenté, je crois, a été remplacé par Laurent Banide. Handball avec des experts en demi-finale des mondiaux suédois. C'est du hand, bien sûr, ça concerne beaucoup de Montpelliérains. Le capitaine Nicolas Karabatic, par exemple, qui a encore marqué 3 buts hier soir lors de la victoire contre les Norvégiens. On le voit ici à l'image. 31-26 le score final. À noter aussi les performances d'Acambré, 5 buts de Honrubia, 2 buts. Les Français ont encore un match à jouer aujourd'hui contre l'Islande à 20h45, ce qui permettra de connaître l'adversaire des demi. Ce pourrait être le Danemark ou la Suède. Le 4e qualifié, c'est l'Espagne. Une info statistique, ce sera la 8e demi-finale consécutive dans un championnat du monde d'Europe ou des Jeux Olympiques, et les Français ont gagné 6 fois sur ces 8 demi-finales. Voilà pour ce journal et pour ce soir. Merci de votre fidélité, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour le prochain rendez-vous avec le Flash Info. Et puis d'ici là, portez-vous bien, régalez-vous. À très très bientôt sur cette LTV.